Bonsoir à tous. Je reçois aujourd'hui Jérémy Taïeb, directeur de Tikva Partners, cabinet de conseil en stratégie sur l'Afrique. Vous êtes également chargé des missions auprès des bailleurs de fonds pour Afrique Caraïbes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir cette invitation. Et on retrouve aussi Frédéric Tchougui, habitué de la maison, analyste politique. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Avec vous, on parlera de la mission de Jean-Marie Bockel sur le continent africain qui était chargé de réconfigurer le dispositif militaire français en Afrique. Bon, est-ce qu'il a été roulé dans la farine? Est-ce qu'il a réussi sa mission? On verra à l'issue de cette émission en fonction de vos différentes analyses. Mais d'abord, on va revenir sur les propos du président Macron. Il a dit on a oublié de nous dire merci. Des propos qui ont suscité la polémique dans certaines capitales africaines. Le Premier ministre Ousmane Sonko a dit que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité au Sahel. Je me tourne du côté de Jérémy. Vous avez fait un post LinkedIn sur le propos du Premier ministre sénégalais. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison quand même? Bon, alors tout d'abord, il faut rappeler que c'est vrai qu'avant 2011, avant la chute de Kadhafi, il n'y avait pas d'armes au Sahel de façon très importante entre les mains des djihadistes. Il y en avait entre les mains des Touaregs, mais c'était un peu limité, encadré. Et le djihadisme est arrivé après la chute de Kadhafi, quand les arsenaux libyens ont été pillés entièrement. Ensuite, les groupes armés ont fait des attaques contre les armées des différents pays sahéliens et ont pu se réapprovisionner et continuer les attaques. Donc c'est vrai que la cause de tout ça vient quand même de la destitution de Kadhafi en Libye. Donc, je vous laisse continuer. Non, et donc ça c'est le premier point. Après, il faut aussi rappeler que par rapport à l'intervention Serval qui a eu lieu en 2013, sans l'intervention pour moi Serval qui a eu lieu en 2013, qui était une intervention ponctuelle et limitée au Mali, contrairement à Barkhane qui était une opération régionale, le Mali pour moi serait tombé entre les mains des djihadistes. Voilà. Donc, alors est-ce qu'on a oublié de dire merci? Je trouve que la formule est maladroite et n'est pas, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, crise entre les États sahéliens et la France, c'était pas du tout la formule qu'il fallait utiliser et ça n'avait pas de sens de le dire ainsi. Je reviens vers vous pour revenir sur les opérations françaises, mais Jérémy, sur les propos du président, même constat? Non, pas le même constat. Moi, je pense que les forces françaises, d'abord, il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les forces françaises, est-ce qu'on se déploie dans un espace comme le Sahel, par exemple? C'est à des fins expansionnistes. C'est pour maintenir d'une certaine manière leur présence et leur influence. Et aussi, et qui dit présence et influence, dit aussi que nous allons conserver nos gains et nos acquis sur ce territoire-là. Donc, de ce point de vue-là, lorsque la France intervient, en réalité, elle ne règle pas les problèmes en substance. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'elle a sauvé, entre guillemets, le Mali, ou l'État malien, de manière générale. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, in fine, ce sont que des opérations ponctuelles. Et il n'y a pas réellement de plan sur le long terme. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, le djihadisme se poursuit, que ce soit au Sahel ou bien au niveau du bassin du lac Tchad. Il y a toujours des exactions. Donc, en fait, on est toujours dans ce deux poids, deux mesures, c'est-à-dire on a l'impression que lorsque les forces françaises sont sur notre territoire en Afrique, on a l'impression qu'elles sont là pour conserver leur précaré. Jérémy? Bon, sur l'opération, sur la continuité, justement, l'opération Barkhane devait servir à être le relais de l'opération Serval, qui est une opération ponctuelle limitée au Mali. Barkhane devait être sur plusieurs États. Mali avec une base à Gao, après une base à Niamey, une base à N'Djamena. Avec 5000 militaires déployés et de 2014 jusqu'à 2022, donc sur le long terme. Maintenant, est-ce qu'elle a enrayé les problèmes du djihadisme? Non, pas du tout. Pourquoi? Pour une raison très simple. Pour moi, ce n'est pas une question de compétence. Est-ce que l'armée française est compétente ou pas? Ce qu'a dit le président sénégalais, là, pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur le sujet libyen, je ne suis pas d'accord avec lui sur les compétences. L'armée française est compétente dans tous les domaines qui couvrent le domaine militaire. Néanmoins, c'est une question de pouvoir politique. Initialement, il faut accepter de déléguer aux forces locales, c'est-à-dire aux sous-officiers, qu'ils soient tchadiens, qu'ils soient nigériens, qu'ils soient maliens, la capacité de juger des pertes collatérales. Le problème du sujet, pour moi, des opérations Serval et Barkhane, mais surtout Barkhane, c'est que les forces françaises ne voulaient pas déléguer au pouvoir local la capacité de juger ce qui était bon ou pas. Or, c'est les forces locales qui savent ce qui est bon ou pas. Et ça vient de quoi? Du fait que Paris pense pouvoir limiter les dommages collatéraux. Pour moi, c'est une erreur. J'aimerais revenir sur les propos de Frédéric, qui est souvent entendu dans les capitales. On dit que la France a une volonté expansionniste lorsqu'elle intervient sur le continent africain. Est-ce que pour vous, c'était une erreur même d'avoir intervenu au Mali en 2013? La question de l'intervention, c'est toujours dans quel but, pourquoi? Est-ce que la France défend ses intérêts quand elle intervient? Oui, bien sûr, mais comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, comme tout le monde. Chaque État défend ses intérêts, c'est la logique. Maintenant,
pour moi, intervenir, il doit y avoir un but. Il doit y avoir un but de guerre, il doit y avoir un but d'une intervention. L'opération Barkhane, si c'est éradiquer le djihadisme, ça ne pourrait jamais marcher. En tout cas, pas comme ça. Moi, je crois beaucoup à la carotte et le bâton. Je prends l'exemple de l'Algérie, par exemple, qui a éradiqué le djihadisme dans les années 90, avec 2 solutions. Première solution, c'était de déverser une partie sur les États sahéliens. Bon, c'était leurs intérêts, ce n'est pas les intérêts des États sahéliens, mais en tout cas, c'était l'intérêt de l'Algérie. Et deuxième, ils ont liquidé une bonne partie des djihadistes, avec des pertes collatérales qui ont été un petit peu mises sous silence. Est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas pour éradiquer le djihadisme, ça ne peut pas se faire comme l'opération Barkhane a été faite. Je vais ajouter, Frédéric. Alors, le problème avec les interventions militaires françaises, et peu importe que ce soit la France ou d'autres pays, c'est que c'est un maintien en réalité dans l'État où elle intervient d'une certaine féodée. On inféode en réalité cet État-là parce que le fait d'avoir une base militaire dans votre pays à vous fait en sorte que d'une certaine manière, nous faisons de l'ingérence politique et militaire et ça dénote aussi du manque de souveraineté de ces États-là. Et je pense que c'est très important de se cantonner sur ce mot-là. En 2013, la France a été appelée au Mali. Hein. Oui, ils ont été appelés au Mali, mais ils avaient déjà des bases militaires dans cette région-là. Donc ce qui fait que, même si elles ont été appelées, et c'est une erreur en réalité des forces africaines qui devraient peut-être penser à créer eux-mêmes une force pour pouvoir intervenir. Parce que lorsqu'on reste sous le joug, entre guillemets, sous l'influence française dans ces États-là, c'est une réelle problématique. Parce qu'on se rend compte que ces États-là ont du mal à eux-mêmes assurer leur sécurité. Et le fait d'appeler la France peut et amène, entre guillemets, de l'ingérence. On va écouter le capitaine Ibrahim Traoré qui a réagi hier aux propos du président Macron. Ces officiers, combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Jérémy, des mots forts du capitaine Ibrahim Traoré. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on peut parler d'un amour, un désamour grandissant entre le président Macron et le continent africain, ou c'est un cas isolé selon vous? Bon, non, ce n'est pas un cas isolé, puisqu'on l'a vu au Tchad, on l'a vu au Burkina, au Mali, au Niger. Donc, ce n'est pas un cas isolé. C'est une question pour moi. Alors, tout à l'heure, on parlait de la question de la souveraineté. Pour moi, ce n'est pas une question de souveraineté, puisque le seul pays qui a un problème de souveraineté sur son territoire, c'est la RDC. Les autres, ce n'est pas un problème de souveraineté, c'est un problème d'indépendance par rapport aux autres puissances. Évidemment, les armées font appel. Et l'intervention française, elle est toujours à la demande des États. Alors oui, le gouvernement successif peut dire qu'il n'est plus d'accord avec la présence française. Ça, c'est une chose. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont intervenus de leur propre chef en disant on va venir, et c'est notre précaré, on va venir intervenir. Est-ce qu'il y a eu des déstabilisations de la France en Afrique? Oui, il fut un temps. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Moi, je suis beaucoup plus mesuré sur la question. Je suis plus sûr que la France soit une priorité pour le gouvernement français. Aujourd'hui, il y a eu les propos du président Traoré illustrent le désamour qu'il y a avec des États sahéliens. Je ne suis pas d'accord avec tous les propos qui ont été il dit, nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Oui, on est trop dans le sentiment. Moi, j'ai une vision extrêmement froide des choses. Pour moi, la présence militaire française, elle doit être le cas s'il y a des investissements et qu'on doit sécuriser ces investissements. Ça doit servir uniquement à ça. Quand aujourd'hui vous allez au Niger, si vous allez dans des zones compliquées, des zones djihadistes, vous êtes obligé d'avoir une présence militaire, parce que la présence militaire des forces locales ne sera pas suffisante. Maintenant, si ça sert uniquement à coûter de l'argent aux contribuables français, parce qu'il faut savoir que la présence militaire dans la zone des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina, ça coûtait entre 3 et 5 millions d'euros par jour aux contribuables français. Pour au final, quoi comme intérêt? Zéro pour moi.
Je ne suis pas d'accord parce que lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt pour les Français, en réalité, le fait, d'abord, on parle d'un point de vue expansionniste, lorsque la France est dans ces précarés-là, ça démontre déjà qu'elle est une puissance aux autres puissances. Vous savez qu'aujourd'hui, la France a la plus grande projection, que ce soit militaire, dans le monde entier, parce qu'elle a des bases militaires quasiment partout. Donc déjà, d'un point de vue de l'image, c'est important. Dans un second temps, il y a aussi des intérêts économiques dans ces régions. Vous ne pouvez pas dire ici qu'il n'y a pas... la France n'a aucun intérêt à être dans le Sahel. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des mines, il y a différentes richesses sur le sol africain, et qui... lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on analyse bien en réalité, les bases militaires françaises en réalité, in fine, ne protègent que les intérêts français. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des grandes multinationales dans ces espaces-là qui sont françaises. Je prends par exemple le cas du Gabon, je prends un exemple qui est Total. Il y a différentes grandes entreprises comme ça. Donc en fait, la France en réalité protège son précaré lorsqu'elle vient dans ces zones-là. Et pour revenir sur les propos de M. Ibrahim Traoré, moi, je suis en partie d'accord. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse l'histoire... Tu es d'accord sur le fait que Macron ne considère pas les Africains? Non, je suis d'accord avec ce que M. Ibrahim Traoré, lorsqu'il parle du fait que les Africains, de manière générale, sont venus en France pour aider la France de se départir du joug des Allemands, hein, pour reprendre aussi les propos de M. Sonko. Donc c'est important d'avoir aussi cela en esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche aux dirigeants français, c'est d'avoir cette condescendance, en réalité, par rapport aux peuples africains. Ça part de monsieur Sarkozy qui avait dit que l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ça continue avec monsieur... Oui, ça continue aussi avec monsieur Macron. Donc en fait, chaque président va venir avec son narratif pour, entre guillemets, à un moment donné de l'histoire, de son histoire, c'est-à-dire pendant son mandat, sera dans une forme de... l'Africain sera rabaissé à un moment ou à un autre. Et vous savez que c'est très important toujours de se rappeler que l'histoire et les sentiments sont aussi liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement parler de la question France-africaine d'un point de vue de manière à être totalement décomplexé et dénué de sentiments. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires profondes, avec des blessures profondes. Donc c'est important de bien le rappeler dans cette émission. Donc pour vous, l'ingratitude vient plutôt de la part de la France? Je pense que l'ingratitude vient de la part de la France dans ses rapports. Vous savez, le gros problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas évolué dans ses rapports avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'elle voit l'Afrique, nous on a l'impression, en tout cas, de mon prisme, que j'ai l'impression qu'elle voit l'Afrique, en tout cas, comme l'Africain, comme quelqu'un qui est resté, entre guillemets, à la fin des indépendances. Alors que le monde change, l'Afrique change, mais la France ne change pas. C'est ça le gros problème en réalité, c'est que les rapports économiques, politiques de la France restent les mêmes vis-à-vis de l'Afrique. C'est pour ça qu'elle est en train de perdre au fur et à mesure ses précarés et qu'elle est en train de se faire jeter en réalité hors d'Afrique. Donc pour vous, il n'y a pas eu de bouger de la part du président Macron depuis son arrivée dans une démarche renouveau des relations France-Afrique? Il y est contraint aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une réalité, il est contraint à cela parce que les Africains changent. Et on le voit aujourd'hui, vous savez, comme il est en train de perdre la partie francophone, il est en train de se tourner maintenant vers les anglophones. Il a rencontré le président du Nigeria il n'y a pas très longtemps. Il a aussi des rapports assez étroits avec le Rwanda, etc. Donc on voit en fait qu'il est en train de... Alors assez étroit, je ne sais pas. En tout cas ça, assez étroit. Lorsque je dis assez étroit, c'est qu'il y a des échanges. C'est vrai que se tourne plus vers les pays lusophones. Il faut aussi rappeler que le Nigeria, c'est le premier produit en termes de pétrole. C'est la France se fournit premièrement au Nigeria. Donc il essaie de pallier à la perte du côté francophone par l'anglophone. Est-ce que c'est la solution sur le long terme? Je ne pense pas, parce que les rapports seront totalement différents. Réaction de Jérémy? Bon, sur le côté de la repentance et de ce qui a pu se passer, moi je suis complètement contre. Je dis la vérité, ce n'est pas du tout pour moi le sujet. Ce qui a été fait a été fait. La repentance a déjà eu lieu. Aujourd'hui, la question c'est, oui, revoir les relations. Moi je ne pense pas que les choses ont changé fondamentalement en Afrique. En tout cas dans l'Afrique francophone. Est-ce qu'il y avait des coups d'État à l'époque, après post-colonisation au Niger, post-décolonisation? Oui, il y en avait. Il y a eu 5 ou 6 coups d'État, je pense, au Niger. Moi, j'étais au Niger quand il y a eu le coup d'État pour rapport au président Bazoum. Bon, est-ce que les choses ont changé fondamentalement? Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des projets fondamentalement qui ont transformé la zone sahélienne? Pas beaucoup. Je ne pense pas que ce soit le fait de... Demain, si on dit non aux Français, c'est un choix. Moi, je veux toujours penser que et les Chinois, et les Russes, et les Américains, et les Français, tout le monde peut travailler en Afrique si les États le décident. Donc je ne vois pas Pour moi, la notion de précaré, elle n'a pas tellement de sens. Aujourd'hui, qu'est-ce que pèse l'Afrique dans le commerce extérieur français? Extrêmement peu.
c'est quelques pourcents, c'est vraiment rien. Est-ce qu'il y a une stratégie en Afrique? Oui, il y en avait une à l'époque de Foccart, il y en avait une époque dans les années 90. Il y avait une stratégie sur l'Afrique. Il y avait un précaré. Aujourd'hui, est-ce que Macron est tourné vers l'Europe? Oui. Est-ce qu'il est tourné vers les États-Unis? Oui. Est-ce qu'il est tourné vers l'Afrique? Je ne pense pas. Donc oui, il a revu ses partenariats avec l'Afrique anglophone pour différentes raisons. Parce que quand on voit le poids économique du Nigeria par rapport à tous les autres pays sahéliens, il y a un monde. Il faut dire le Nigeria, c'est la locomotive, c'est le poids du Nigeria est fou. Mais quand vous regardez aujourd'hui la puissance française, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait cette volonté expansionniste ou impérialiste comme vous le dites aujourd'hui. Il y a eu à une époque une volonté d'avoir un précaré, je ne pense pas que ce soit encore le cas. On va écouter Jean-Marie Bockel aussi pour enchérir vos propos sur la question de la repentance permanente de la France. C'est un sujet distinct de notre relation avec les 4 pays, dont le Tchad, avec lesquels nous avions encore aujourd'hui cette présence militaire. Sur ce qu'a dit le président Macron concernant l'intervention au Mali et donc la manière dont ça s'est passé, je n'ai pas un mot à ajouter ou à enlever à ce qu'il a dit. Et c'est bon de temps en temps de le rappeler. Parce que autant les pays dont nous avons été chassés sont des pays souverains, où j'ai gardé moi-même beaucoup d'amis, et je pense que l'histoire n'est pas terminée, mais nous sommes aussi un pays souverain. Et croyez-moi, il a fallu aussi, à l'époque de la décision du président Hollande, perpétuée par le président Macron, expliquer à l'opinion française pourquoi nous étions là-bas, pourquoi nos soldats mouraient là-bas pour un certain nombre de valeurs. Et croyez-moi, vous faisiez allusion à mon histoire personnelle, je peux vous dire qu'ils étaient là-bas pour des valeurs et non pas par esprit colonial ou néocolonial, croyez-moi, et aussi par amour des frères africains et des menaces auxquelles ils étaient confrontés. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans une période un peu glaciale à certains égards qu'il faut omettre cette séquence. Et que le président Macron l'ait rappelé avec les mots qu'il a employés, moi je n'ai encore une fois rien à ajouter. Je peux même vous dire d'ailleurs que d'une certaine manière, pour les familles concernées, mais je ne veux pas parler uniquement pour les familles, je veux parler plus généralement aussi comme Français, ça nous a fait du bien de l'entendre. Et au fond, ça existe aussi. Nous n'existons pas que par rapport au regard africain, il y a aussi le regard français. Il vaut autant. Il ne vaut pas plus, il ne vaut pas moins, mais il ne vaut autant. Moi, je ne suis pas dans la repentance, moi, je ne suis pas dans la réécriture permanente de l'histoire. On doit assumer notre histoire. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président Macron, qui était reçu sur notre plateau ici. Dans les commentaires, certains ont dit qu'il y a eu une sorte de mépris, de condescendance de la part de Jean-Marie Bockel à ce sujet. Partagez le même cas. Juste avant de répondre aux propos de M. Bockel, je veux juste parler d'un point de vue économique, comme vous avez aimé parler des chiffres assez froidement. Vous avez parlé du fait qu'effectivement, aujourd'hui, le commerce extérieur français, c'est 1,9% de l'ensemble de son commerce extérieur. C'est important de le marteler, mais si on se projette, l'Afrique, ce sera d'ici 2050 près de 3 à 4 milliards d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a potentiellement 4 milliards de consommateurs. Ouais. Donc le fait de perdre aujourd'hui pour la France ses prêts, entre guillemets, ses relations avec ces États-là et que ça se passe mal, si on se projette dans l'avenir, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, pour revenir sur les propos de M. Bockel et le fait qu'il parle aussi froidement, en réalité, je reprends vos mots, froidement de l'histoire, en réalité, qui lie les deux peuples. Moi, je trouve ça assez condescendant, malheureusement. Pourquoi? Parce que je pense que... Jean-Marie Bockel a perdu son fils au combat. Oui, tout à fait. L'émotion qu'il animait durant ses propos. Non, c'est ce qui est... Donc, je comprends mieux la teneur, mais effectivement, lorsqu'on analyse, en réalité, en profondeur, l'histoire et les échanges qu'il y a eu entre ces deux nations, entre ce continent et la France, on ne peut pas analyser les choses de manière froide, parce qu'il y a une histoire, il y a des échanges. La francophonie aujourd'hui joue un rôle important en Afrique. Ça veut dire qu'on a épousé leur code. Mais d'une certaine manière aussi, il y a des Africains qui viennent ici en France. Donc il y a des échanges ancestraux, entre guillemets, entre ces deux Frédéric, je pense qu'il dit souvent de regarder la question avec le regard français. C'est légitime ou pas? On ne peut pas regarder. Il dit c'est un truc qui fait du bien à entendre. De regarder à l'opinion française. Moi, je pense que c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que, in fine, quand même, lorsqu'on regarde la situation, ce sont les Africains qui ont été lésés dans cet échange-là. Lorsqu'on se base au niveau de l'avant-indépendance, pendant les indépendances, et la suite aussi, où il y a eu l'ingérence française qui a été importante, moi, je pense que la France devrait plutôt regarder ces échanges-là d'un point de vue africain. Uniquement? Uniquement, au moins 95%. Jérémy. Non, Jean-Marie Bockel, oui, c'est vrai qu'il a perdu son fils pendant l'opération Barkhane au Mali. Il y a eu 58 morts français aussi à cette époque.
quand je dis froidement, ce n'est pas quelque chose de condescendant par rapport au sujet. Déjà, moi, je ne globalise pas vraiment entre les pays sahéliens. Par exemple, le 2 poids 2 mesures que certains relèvent souvent, moi, je suis assez d'accord sur le sujet. Quand on voit, par exemple, le coup d'État qu'il y a eu au Niger. Le coup d'État au Niger, vous avez 0 mort, 0 blessé, à peu près. 0 blessé, en tout cas quelques blessés, mais très légers. Pas de mort. Et on a essayé de faire passer le coup d'État pour Amin Dada qui tuait Bejan. Bon, moi, là, je ne suis pas d'accord. Et quand on voit la précipitation qu'a le gouvernement français à normaliser ses relations avec la Syrie, alors qu'on a un ancien djihadiste ou un djihadiste déguisé en face, et que de l'autre côté, vous avez un militaire qui ne fait pas de mort et qu'on dit qu'on va complètement le marginaliser, c'est difficile. Et aujourd'hui, on a une situation qui est inextricable. Pareil sur le Tchad. Sur le Tchad, on a un président qui a été mort au combat. Il faut rappeler que le président Déby, qu'on soit un adversaire ou quelqu'un qui soit pour le président Déby, en tout cas, son père est mort au combat. Et lui encore au lac en train de se battre. Donc, il faut voir les choses avec un prisme. Moi, je ne vois pas le sujet. Quand Jean-Marie Bockel parle du point de vue français, globalement, à part les Français qui s'intéressent à l'Afrique parce qu'ils y travaillent, globalement, les gens ne savent même pas situer le Mali ou le Tchad sur une carte. Donc, ça ne les intéresse pas tellement. Donc, c'est vrai que le prisme africain est important parce que la francophonie est important au sens où beaucoup de gens peuvent suivre ce qui se passe en France grâce à la télévision et comprennent ce qui se passe en France ou comprennent ce qui se passe dans la région. Après, la francophonie, pour moi, est un atout extrêmement faible parce que quand on voit comment s'est développée la Chine sans la francophonie et sans parler français et en parlant pas très bien anglais, moi, je trouve que la francophonie, c'est quelque chose à prendre vraiment avec des pincettes. Une question pour clôturer ce débat. Avec ce vent de souverainisme qui souffle sur le continent, concrètement, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour Jean-Marie Bockel d'effectuer une mission sur l'effacement total des forces françaises en Afrique, Jérémy? Alors, il y a un endroit où il n'y aura jamais d'effacement des forces françaises, américaines ou étrangères. Djibouti. Ouais. La stratégie a été fondée là-dessus. C'est une stratégie intelligente et ça intéresse tout le monde. Donc tout le monde sont tous des alliés objectifs dans la zone. Le reste, moi, c'est toujours pareil. Je ne vois pas l'intérêt d'une présence militaire si elle a pas un but précis. Si c'est pour lier ça à des investissements, ok, pas de problème, si les États sont d'accord. Maintenant, si c'est comme aujourd'hui, alors que le commerce extérieur ne représente même pas 2%, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir des bases militaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi de la part de certains chefs d'État africains qui n'ont pas joué le jeu, peut-être avec Jean-Marie Bockel, sur ce sujet? Parce qu'au départ, il y a d'autres qui étaient partants sur cette volonté de reconfigurer, de réduire drastiquement les effectifs et qui ont annoncé dans la foulée un retrait. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire comme ça. Alors, autant sur le cas du Tchad, par exemple, je trouve que le président tchadien a été assez habile sur sa gestion en utilisant les forces françaises pour consolider son pouvoir et en même temps pour pouvoir avoir après ramener des gens qui étaient des potentiels djihadistes et normaliser les relations avec eux, ce qui était une bonne stratégie, ça a été une autre stratégie dans d'autres pays. Autant sur la Côte d'Ivoire, je suis très dubitatif parce que je me rappelle que le président Ouattara a été maintenu au pouvoir grâce aux forces françaises et sinon, à mon avis, les pro-Gbagbo auraient délogé Ouattara. Donc, je suis dubitatif sur est-ce que l'initiative vient de lui ou pas. J'ai aucune idée sur le sujet. Et hier, dans le discours du président Ibrahim Traoré, il disait qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut le départ de la force française, on dénonce les accords, Ça peut être le cas en Côte d'Ivoire, pour le moment. Alors, juste pour revenir, juste un point essentiel qui est important à marteler, c'est que la France, en réalité, c'est le pays des droits de l'homme. C'est-à-dire le pays vraiment, voilà, on respecte les droits de l'homme, ça fait partie de notre histoire. Le pays des Lumières. Mais on a l'impression que lorsqu'elle se déploie en Afrique, elle fait fi de ces droits de l'homme. C'est ça le premier problème d'abord qu'on lui reproche. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, et surtout pour parler du cas de M. Ouattara, bon, moi je pense que le fait qu'il fasse partir de son pays les bases militaires, en réalité, c'est dans un but simplement électoral. Il se prépare pour les élections de la fin d'année et donc de ce fait-là, ce qu'il fait, c'est qu'il suit la mouvance qui a déjà été instituée par d'autres États du Sahel, comme le Mali, le Niger, etc. Le Mali et le Burkina Faso, pardon. Et c'est un peu dans l'air du temps, mais ça se sent que ça a été concerté, que ça a été vraiment bien réfléchi et qu'il n'y a pas, on ne botte pas les Français, on ne les met pas en dehors de notre pays, mais c'est plus une concertation. Ce que vous dites est vraiment assez intéressant. Est-ce qu'on peut parler ici de victoire idéologique des pays de l'AES quand même, Jérémy? Oui, je pense que idéologiquement, les pays de l'AES ont gagné la victoire idéologique, mais pour combien de temps? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la faute de la France, très bien, pendant 5 ans, 7 ans, etc. Mais après, une fois qu'on a dit que c'était la faute, quand il n'y aura plus de Français dans la zone,
va falloir construire le pays. Et on ne construit pas un pays contre des gens. Il n'y a pas de pays indépendant. Donc il va falloir se mettre au travail. Et s'il y a 10 pays qui ne se développent pas dans les 10 ou 15 prochaines années ou 20 prochaines années, ils ne pourront pas dire que ce sont les Français. Donc il y a une victoire idéologique de l'AES. La question, c'est pour combien de temps ? Une victoire idéologique de l'AES, si elle arrive à se transposer dans d'autres pays de la CEDEAO, je pense que là, on pourra parler de victoire. Vous savez, par exemple, au Bénin, il y a un candidat que je ne vais pas nommer, mais qui a les idées de l'AES. Bah, dites son nom. Voilà, par exemple, Kémy Séba. Il n'est pas censuré. Kémy Séba, qui est plutôt dans cette mouvance-là. Donc, si l'idéologie de l'AES arrive à se répandre de manière concise, parce que le Sénégal, je ne vais pas le mettre à l'intérieur, parce que voilà, c'est 2 poids 2 mesures, c'est une histoire différente. Mais si elle arrive à se propager, et je pense que oui, effectivement, ils auront gagné leur combat. Maintenant, leur but, je ne pense pas, c'est-à-dire qu'ils sont déjà 3 pays, peut-être qu'ils veulent essayer de créer un marché commun à l'intérieur. Ils sont en train de mettre pas mal d'outils en place pour pouvoir réellement profiter économiquement de leur espace. Donc on verra ce que ça donne dans les années qui arrivent. Merci à tous les deux, merci pour vos analyses. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation pour continuer le débat chez vous à la maison. Bonne soirée et à demain.